Il s'appelle Arié Azoulay, vous le connaissez probablement, il a été l'une des figures majeures d'Ashdod pendant un moment, pendant 6 ans, puisqu'il a été maire de cette belle ville d'Ashdod de 1983 à 1989. C'est un plaisir de l'accueillir, il a beaucoup d'autres titres aujourd'hui à son actif, puisqu'il travaille pour l'organisation sioniste mondiale, où il est à la présidence de cette organisation, une éminence grise dans plein de domaines. On est très content de l'accueillir. Bonjour Arié. Bonjour. On est très content. Alors on se tutoie comme... Oui, c'est la meilleure façon, c'est la règle, c'est la norme. Alors on est content de vous avoir parce qu'on va parler d'une alia dont on parle peu, l'alia des Marocains, puisque vous êtes né au Maroc. Oui, mais on peut parler de l'alia marocaine, mais je ne représente pas l'alia marocaine, bien sûr ni que l'alia mais... de masse, je représente une alia plutôt qui vient des grandes villes. C'est ça. Mais pas du sud, des pays du sud, des petits villages. Non, mais on aime bien villes. Chez Studio Qualita donner des petits portraits comme ça, des personnalités qui sont venues raconter un peu leur parcours. C'est toujours assez touchant. Alors, vous êtes monté, on va dire, en Israël, alors que vous étiez l'un des responsables du Dror Abonim. Non, oui, j'étais le secrétaire général du Habounim. À ce moment-là, le Habounim et le Dror étaient séparés. Okay. Il y avait le mouvement scout qui était important. Ensuite, il y avait les mouvements pionniers. Dans le Habounim, c'était une petite bourgeoisie. Et moi, j'étais normalement au mouvement scout, comme tous les jeunes bourgeois de Fès. Puis en 1952, je suis arrivé en Israël pour une année de formation dans l'Institut des moniteurs juifs de la Gola. Et là, vous étiez à Jérusalem. J'étais à Jérusalem pendant 1 an. Et vous aviez quel âge j'avais 16 ans et demi, 17 ans. D'accord. Ensuite, je suis reparti au Maroc pour occuper le poste de secrétaire général du mouvement Habounim. Et je suis passé de Fès à Casablanca. Je suis né à Fès en 1933. Donc, j'ai fait tout ce qu'un jeune de mon âge faisait à Fès. Ça veut dire j'ai fait l'Alliance. J'ai fait mon bac à Fès, j'ai intégré le mouvement scout et EDF, Éclaireurs de France, et EIF, les éclaireurs israélites. Et à peu près à l'âge de 16 ans et demi, je trouvais qu'on ne pouvait plus jouer avec seulement les shorts et les feux scans, qu'il fallait prendre des responsabilités. Et donc le sionisme a intégré une partie de cette jeunesse-là qui s'est formée dans le mouvement scout et qu'on a gardé d'excellents rapports. Alors, ce qui est beau, c'est que vous soyez retourné au Maroc, vous auriez pu rester en Israël. Ah non, je suis venu pour étudier dans un institut de formation pour venir. Je n'étais pas au lait. Oui, je sais, mais bon, certains restaient. À l'époque, il y avait cet institut-là d'1 an qui avait une importance remarquable. D'ailleurs, du mouvement Habounim, j'étais le seul. Mais il y avait de tous les pays du monde qu'on a des contacts jusqu'à aujourd'hui. Alors ensuite, vous êtes reparti, vous êtes retourné au Maroc, mais vous êtes pendant revenu 2 ans, en Israël. J'ai été le responsable général du mouvement Habounim. Et ce qui m'a, après, à l'âge de maintenant, il y a 4 ans, j'ai profité de mes connaissances et de mon histoire pour écrire un doctorat d'université. Et j'ai sorti un livre qui s'appelle « Les mouvements de jeunesse juifs au Maroc ». Ça veut dire... doctorat reconnu par l'université de Jérusalem. C'était pourtant quand j'ai dit, comme on a fini de faire un peu d'histoire, on va maintenant enseigner l'histoire. Et alors du mouvement de jeunesse, donc vers 55. Vous êtes arrivé ici. On comprenait que déjà le Maroc allait changer vers son indépendance et que c'était certain qu'un pays musulman était forcé, malgré la position assez positive de la royauté vis-à-vis de la communauté juive, et surtout dans ma communauté de Fès, on ne bougeait pas. Il n'y avait aucun problème. De 10 000 personnes. Quand j'ai parlé de faire mon alliage, j'étais un peu en dehors du circuit. Un électron libre, on va 55. dire. Ouais. Alors je me suis marié à Fès. Et vous êtes monté. Et on a fait notre alia au kibbutz. Comme j'étais membre d'un mouvement pionnier, c'était normal que je dise suivez-moi. C'était là. Donc vous êtes vraiment une page d'histoire d'Israël. Donc on va dire ça comme ça. Kibbutz, et malheureusement 3 ans que j'étais au kibbutz, donc j'étais pas encore intégré. J'ai été à l'armée, commencé à faire mon service militaire. Ma femme était déjà enceinte. Le kibbutz, le mouvement kibbutzik a décidé de m'envoyer comme chaliach en Argentine. Alors que je ne connaissais pas un mot d'espagnol. Donc, là-bas, on avait le Habounim, un mouvement très important, mais complètement ashkénaze. Et je ne comprenais pas pourquoi me forcer. Alors, j'ai dit non. On a amené ça à l'Assemblée générale du kibbutz et l'Assemblée générale a décidé
que je dois sortir à cette époque-là de kibbutz fixé. Ouais, c'était le kibbutz socialiste. Où tuer la personne. Voilà. Et on ne pouvait pas tellement décider de son avenir. Ma femme, moi-même et un enfant de 10 mois en Argentine pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'étais le chaliach éducatif du mouvement Habounim en Argentine. Ce qui est important de savoir, je suis revenu en 1960. Et si vous cherchez dans l'histoire pourquoi 1960, c'est l'année où on a attrapé Eichmann. Et sans le savoir, je ne le savais pas, j'ai été mobilisé et j'ai participé à l'arrestation d'Eichmann. J'ai reçu d'ailleurs du président de l'État. Vous ne le saviez pas? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on m'a dit qu'il faut travailler avec une personne, j'ai rencontré, qu'il faut l'aider, il ne connaît pas bien l'espagnol. Ensuite, il s'est avéré que c'était Issar Harel, le patron que je ne connaissais pas. J'étais certain qu'on s'occupait de quelque chose de Fedayoun, et je les aidais. Par exemple, quand ils sont arrivés les délégués du Shabbat, je les ai pris pour acheter des choses. Ouais, mais vous ne saviez pas du tout... Non, ils achetaient je suis rentré le soir, j'ai dit à ma femme, ils sont pas sérieux ces gens-là, ils viennent en shlichut, ils peuvent se permettre d'acheter, ils achètent des couvertures sornout, ce qu'on appelait simples. Ouais. Après, c'est avéré, c'était des couvertures pour couvrir les murs où on devait mettre Eichmann. Ouais. Je ne le savais pas. Ouais. Je l'ai su le jour où Ben Gurion a déclaré qu'il avait été capturé. Eichmann est entre nos mains. À ce moment-là, la falle à Simone, comme on dit. La falle à Simone. Et surtout que les Argentins n'ont pas accepté cette action. Ils ont déclaré tous les shlichim comme personne. Donc après, vous êtes parti. Alors, heureusement, c'était après 2 ans. Donc, je suis arrivé, j'ai intégré mon kibbutz. Et... Alors, comment est arrivé Ashdod dans cette... En 67. Quel moment vous êtes arrivé à Ashdod? En 67, j'ai terminé mes études à l'université hébraïque de Jérusalem. J'ai fait mon BA et mon MA. Et j'étais responsable de l'éducation au kibbutz. Et pour des raisons personnelles, famille, tout ça, on a dit, on va essayer d'aller avec l'ALIA. À ce moment-là, on commençait à parler déjà des problèmes d'intégration. Et donc, quoi que j'étudiais à Jérusalem, j'ai dit, on va aller à Ashdod. Et j'ai enseigné 1 an mais pourquoi vous avez choisi Ashdod? Parce que c'était une ville... Parce que c'était une ville de développement. Voilà, c'est ça. C'était ce que vous vouliez. Pour aller à Jérusalem ou à Tel Aviv, j'ai rien à faire. Ouais. Donc on va aller à une ville de développement. Oui, où je peux participer. Moi, mon kibbutz, avant, on a aidé les gens qui venaient Sderot, venaient d'être créés. Je me rappelle venir du kibbutz, prendre les gens, les faire entrer dans les maisons. Alors j'ai compris qu'il y avait un problème. Alors, quand vous êtes arrivé à Ashdod, il y avait à peu près 30 000 habitants. À peu près. Voilà. Oui, et puis aujourd'hui, Ashdod, on est presque... à ce moment-là, qui a été créée en 1956, donc elle avait 10 ans à peu près. Et donc j'ai intégré dans l'éducation. Mais encore malheureusement, j'ai été sollicité par l'agent juif pour repartir. Et pas vous laisser tranquille. Oui, parce que c'était 68, il y avait à Paris avec il y avait la révolution des étudiants. Donc on a dit, et comme moi dans mon histoire, je faisais des études d'histoire surtout sur la Russie, sur les juifs en Russie, sur l'anarchisme, sur le voyouisme. On disait exactement, c'est le problème dans une université. Donc j'ai intégré, je suis arrivé à Paris pour 2 ans en tant que délégué de l'agent juif et à ce moment-là, délégué éducatif de l'agent juif, pas du mouvement. Ouais. Et on a essayé de lutter contre, je me rappelle, à la Sorbonne, prenant... Mais je vous dis, vous êtes une page d'histoire. Prenons un petit truc pour nous mettre dedans et parler aux étudiants sur le mouvement national du peuple juif, contrairement au mouvement national du peuple palestinien, parce que c'était à l'époque... Ça commençait déjà. Oui, ça a démarré là-bas. Donc, je suis revenu ici et à ce moment-là, en revenant ici, on m'a demandé de créer une école secondaire. Ici, à Ashdod. Créer un lycée. Donc en 73, j'ai créé le Makiv Gimel. Et je l'ai dirigé pendant 10 ans. Ok. Donc je suis de profession proviseur de lycée. Ouais. Je n'étais pas en politique locale, j'étais plutôt en politique générale. Ouais. Alors justement, comment vous avez décidé de prendre des responsabilités? Parce que être maire, quand même, c'est important, c'est un choix, il faut être conscient de... Ça veut dire c'était la première fois qu'on élisait un maire indépendamment, ce qu'on appelle l'élection directe du maire. D'accord. Ce qui continue jusqu'à aujourd'hui. Oui.
Donc, mon parti, qui est le Parti travailliste, m'a demandé de me présenter parce que c'est une élection personnelle. Et comme j'étais proviseur de lycée, vous étiez une personnalité. C'était éducative. Oui, tout à fait. Je voulais justement donner à Ashdod une direction éducative, parce que j'ai dit, en tant que directeur d'école, que l'éducation, elle ne se fait pas à l'école, elle se fait dans la cité. Et donc, est-ce que vous avez aimé diriger cette ville? Ah oui, ça veut dire une ville n'est, même politiquement, comme je disais, on ne peut pas faire un biouv socialiste et une midracha révisionniste. Ça veut dire il faut travailler avec tout le monde, avec toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Et moi, vu mon parti, j'avais une sensibilité pour les personnes qui habitaient dans les quartiers pauvres. Ouais, donc je pour voyais les projets sociaux, pour aider les gens qui avaient des difficultés financières. Et parallèlement, à Ashdod, j'ai construit ce qu'on appelle le Tetvav, c'est moi qui l'ai construit, qui est aujourd'hui mais je voulais des villas pour des gens qui travaillent, pas pour des investissements. D'ailleurs, des gens de Chevrat Hashmal, du port, et même moi-même, j'ai vécu là-bas pendant 30 ans. Et j'ai essayé justement de donner à la ville, j'ai dit, Ashdod ne sera pas ni Tel Aviv, ni Haïfa. Elle sera Ashdod. Et je me suis inspiré de Amos Oz, l'écrivain, qui écrivait dans son article, j'ai visité Ashdod, il était très pessimiste sur toutes les villes de développement. Il dit, mais Ashdod, j'ai trouvé que finalement, c'était pas Paris, c'était pas New York, mais nous avons fait Ashdod. C'était une vraie ville israélienne, c'est ça? Et c'était une ville israélienne. Au départ, même un petit accent français. Ça a changé. Non, il y a encore pas mal de Français, mais les Russes sont venus. De 10 000, 20 000 francophones? Pardon, oui. C'est une ville qui a intégré, qui continue à intégrer. Et dans les bâtisseurs, les 24 familles qui ont construit venaient du Maroc. Bien sûr. Donc pour Amos Oz, il y avait de l'espoir pour cette ville. Oui, il a dit parce que Ashdod est une ville à mesure d'homme. Et c'est ça la phrase qui m'a inspiré. Et c'est pour ça que je veux qu'Ashdod garde ce caractère d'une ville israélienne à caractère méditerranéen. Et à échelle humaine. Toujours à l'échelle humaine. C'est pour ça que je dis, on ne va pas... Pourtant, il y a des tours, il y a des... Oui, mais c'est une ville aujourd'hui qui est très grande pour Bien avoir sûr. Une culture, des programmes très diversifiés, pour avoir des écoles et moi, même de mon Makiv Gimel, chaque année sortaient 300, 400 personnes. Pendant 10 ans, sont sortis 3000. D'ailleurs, je raconte, pour l'anecdote, en rigolant, que sûrement les élèves et les parents d'élèves, on avait marre de me voir à l'école, donc ils m'ont élu. À la mairie pour me débarrasser. D'accord. Alors justement, cette ville a beaucoup changé depuis 1989. Oui. Il y a beaucoup d'alliances différentes, oui, non, mais surtout en 80, elle a gardé son caractère d'une ville d'immigrants qui absorbe des immigrants. Moi, en 89, quand j'ai terminé, j'avais préparé des terrains de tête, et grâce à ces terrains-là, Sharon a pu diriger vers Ashdod toute une partie de l'Aliyah russe qui a commencé à arriver en 89. C'est pour ça qu'elle occupe ici, c'est une très belle immigration. Chaque immigration apporte énormément à la ville et donne un caractère. Est-ce que vous pensez que l'Aliyah de France est accueillie à sa juste valeur? Est-ce qu'elle est entourée comme il faut? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire? Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a une position ambivalente. Parce qu'au départ, il y a eu déjà plutôt des gens qui sont venus de France pour acheter des maisons. Donc on ne les voyait pas, ils s'intégraient. On les voyait comme des gens qui avaient des moyens, qui étaient là. Qui avaient des moyens pour investir. D'accord. Et même prendre de l'argent de la France ou quelque chose comme ça. Et ensuite, il y a eu une immigration, ce qui est normal, ce que les Russes ne comprenaient pas au départ, les Olim russes, c'est que c'était une immigration qui vient d'une communauté qui commençait à se refermer, à devenir un peu religieuse. Des religieuses un peu de droite. Un peu de droite, un peu de chatte. Donc tout ça, c'était trop compliqué à comprendre. Compliqué. Et donc, d'après moi, la création des institutions francophones, d'intégration en gardant une spécificité, c'est important. Les associations. Ça veut dire s'intégrer, mais en même temps garder une spécificité, ne pas créer un ghetto. On t'a apporté un réel, quoique
aujourd'hui, ça veut dire l'immigration française est bien ressentie. Ouais. Alors, qu'est-ce que d'après vous, vous aimeriez voir changer, ou quelles sont les réalisations plutôt qui ont été faites après vous, qui vous ont plu, que vous trouvez réussies, et qu'est-ce que vous voudriez voir arriver à Ashdod? La première chose, je voudrais à Ashdod, et je l'ai dit au maire hier seulement, on est très bons amis. Lui, il vient de droite, je viens de gauche, mais on est amis. Comme je vous ai dit, la ville n'a pas besoin d'un équilibre politique général, mais d'un équilibre social et local. Donc, je ne veux pas qu'Ashdod grandisse au-dessus de ses moyens humains. Ça veut dire garder le caractère de 350 à 400 000. Aujourd'hui, on est à 250 000, mais il y a eu déjà un programme pour arriver à 450 000. Je suis contre. Deuxièmement, je veux garder la partie ouverte d'Ashdod. Ça veut dire que la mer, le littoral ouvert et la duna de sable qui est spécifique. Alors la duna, personne ne nous en a parlé jusqu'à présent. Ah, on a une duna, d'ailleurs. La dune. La dune, oui, c'est une dune qui est la seule qui reste sur tout ce littoral, qui est spécifique à Ashdod et qui est un joyau de la nature. Mais une dune, elle est vivante. Elle a besoin du sable qui arrive tout le temps par le sud. Et si on met des maisons, on risque de la tuer sans le vouloir. Parce que les forces donc faire attention à l'environnement et avoir un développement. Ça fait partie de voilà. ça. Donc je veux éviter que Ashdod, on ne construise pas trop de bâtiments hauts tout le long de la côte, parce qu'on a une des côtes les plus belles. Et je veux qu'on la garde et ouverte, non payante et directe, avec des centres où tout le monde arrive. Par exemple, vous avez été écouté par le maire? Oui, on discute positivement. Il a des pressions politiques, lui, il est plutôt droite, mais quand vient le ministre des Finances, il propose de faire un accord de 30 000 habitants et en même temps développer ça donne envie. Pas seulement, il dit, écoute, on va faire, premièrement, on va arranger la Tarboura et ensuite on verra. Je dis, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut, donc on est en conversation permanente et je le comprends, il comprend. Qu'est-ce que vous avez aimé ici comme réalisation particulière? Plein de choses. Et le caractère général de Ashdod, le Tochin Mitar a été fixé pendant ma période. Deuxièmement, j'ai dit, par exemple, quand je suis arrivé à la mairie, le port d'Ashdod, le grand port d'Ashdod, ne payait pas d'arnona à la ville. Parce que le maire d'avant moi n'y avait pas, il était membre du directoire du port. On pensait faire du port comme l'aéroport de l'Aude. J'ai dit non. Je les ai attaqués en justice. Aujourd'hui, le port paye plus de la moitié des entrées. C'est ce qui fait d'Ashdod une ville forte. Il ne paye pas. Jusqu'à 84. Donc c'est une réalisation. La deuxième chose, j'ai voulu créer un musée. Je dis un musée. Tout le monde voulait un musée d'art moderne. Je dis pourquoi d'art moderne? Si j'ai 40 000 habitants, 50 000 habitants, c'est plus facile de les prendre en bus à mes frais à Tel Aviv voir un Picasso que d'acheter un Picasso. C'est sûr. Alors on dit alors qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit on va faire ce que tout le monde, on n'est pas seulement en Israël, mais dans le monde, il n'y aura pas autre chose. C'est la culture philistine. Nous sommes une des 5 villes philistines du monde. Donc il y a le musée, le premier musée. D'ailleurs j'avais créé la fondation pour le fonds, dont le premier donateur était un juif. C'est le seul musée en Israël qui importe un nom marocain. C'est le musée Corinne Maman qui existe jusqu'à aujourd'hui. Il est sur la culture philistine, où tous les élèves des écoles viennent, comment manger les Philistins. Même si un type de Japon peut venir, il ne peut voir les Philistins qu'ici. Donc je cherchais toujours à Ashdod son caractère méditerranéen. Et son caractère particulier. Et son caractère qu'elle donne une fierté interne, et tout en développant toutes les parties industrielles. Donc on a Elta, on a les raffineries. Pas fini, il paraît que vous allez avoir un parc high-tech, il va y avoir beaucoup de choses, un deuxième port. De ce point de vue, l'avantage d'Ashdod a été que les maires
ont suivi le programme. Il n'y a pas eu C'est ça, vous n'avez pas, de faire des changements. Ouais. Ça veut dire, même le maire actuel, il peut dire, moi, je continue. Mais je développe. Et chaque période a ses avantages, ses désavantages, ses sensibilités. Donc, moi, j'ai mis l'éducation dans le centre de mon activité quand je venais de l'école. Et quand le maire d'avant moi, quand on est très bons amis oxfordais, était un ingénieur, donc il avait mis le centre sur le béton et la ville. Donc j'ai changé par exemple toutes les façades. On ne peut plus construire à Ashdod avec des façades qui ne prenaient pas en considération l'usure de la mer. Donc on a des façades aujourd'hui, si vous voyez dans les maisons, et ça à partir de ma période. Ouais. On a construit l'entrée de la ville avec le pont d'entrée d'Ashdod, c'est ma période, avec le ministre du Transport. J'ai fait rentrer quand j'ai trouvé qu'Ashdod n'avait pas d'hôpital, par exemple. Et maintenant, vous avez un des hôpitaux, donc j'ai mis les plus modernes d'Israël. Actuellement, mais à ma période, il n'y en avait pas. Je trouvais ça scandaleux. Normal. Il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait rien. Enfin bon, c'était le début. Et c'était normal, parce que dans la conception de la création d'Ashdod, on voyait Ashdod comme une ville industrielle. Donc, ils ont essayé, les gouvernements, et je parlais avec Sapir personnellement, il me dit donc c'est Ashkelon qui a besoin de tourisme et Natania. Mais pas vous allez avoir le port, l'électricité, les raffineries. Il faut laisser quelque chose aux autres. Il ne faut pas être une ville de tourisme. J'ai expliqué qu'il n'y a pas de contradiction et aujourd'hui, on commence à comprendre. Parce que j'ai dit c'est dommage de ne pas. Donc, c'est plutôt une ville qui absorbe des immigrants, qui essaie de les comprendre et de profiter de leur expérience, de porter, c'est un apport mondial de connaissances, d'expérience, mais garder ce caractère de ville grande et petite à mesure d'homme, avec cet aspect d'une ville israélienne à 100% et méditerranéenne à 100%. D'ailleurs, dans ce cadre, pendant ma période, j'ai signé avec Chabon Delmas, qui était à ce moment-là le maire de la ville de Bordeaux. Exact. Un jumelage qui marche jusqu'à aujourd'hui. La ville c'est vrai que la ville est toujours jumelée à Bordeaux, exact. Que la vice-présidente du consistoire de Bordeaux a acheté une maison à Ashdod. Donc elle est Ashdod, vice-présidente de la communauté de Bordeaux. Et Ashdod, elle est représentante du maire d'Ashdod. Ouais. Donc c'est ce caractère-là ouvert, avec une spécificité méditerranéenne. Et surtout un caractère de continuer à grandir, mais pas trop. D'accord. Bon, en tout cas, on était ravis d'entendre votre parcours assez impressionnant, il faut bien le dire. D'accord. Non, mais merci. C'est vrai. Et je ne sais pas. Si, je vous le dis. Et puis, c'est beau de voir que vous êtes toujours très attaché à cette ville. Que vous avez... c'est ma ville. C'est votre ville. On vit là-dedans, on s'intéresse à ses problèmes et on essaie malgré l'âge, d'aider toujours, d'être actif et d'aider toujours. D'aider le maire d'abord, parce que une responsabilité municipale est importante. Oui, voilà. Ça va. Ok. Merci beaucoup. Ok. Merci, à bientôt. À bientôt.